Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la deuxième partie de cette interview de Makan Fofana pour parler de son livre La banlieue du Turfu. Une interview réalisée masquée. Et sur cette même page, tu reprends d'ailleurs les mots de Nietzsche et tu écris « Lorsque le roi est esclave, mu par le ressentiment, il réagit par la vengeance. » Tu dis « Nous considérons que l'individu fort est celui qui réagit promptement. Or, celui qui est fort ne cherche pas à se venger, mais à penser. Il distingue précisément action et réaction, puissance et vengeance. » L'esprit quartier se dresse toujours contre quelque chose. Il est exemplaire de ce ressentiment. La souffrance en banlieue produit une manière énervée de penser et d'être au monde. J'aime beaucoup cette dernière phrase qui est très limpide aussi. Une manière énervée de penser et d'être au monde. J'essaye d'être un philosophe du quartier. Ça veut dire qu'il pense le monde à partir de son quartier. Et c'est pour montrer que on s'en fout d'Hollywood. Enfin, je m'en fous de Miami. Je m'en fous de... Je suis sur un territoire quelconque. Moi, c'est le quartier et la culture quartier. Et je peux penser le monde à partir de cet espace-là. Donc, j'essaie de faire des liens entre le vocabulaire philosophique et le vocabulaire quartier. Et en fait, on s'est habitué à réagir. Si vous écoutez soit les politiciens ou des jeunes de quartier, sur les médias, ils vont dire « Oui, il faut faire ceci parce que cela. » Oui, c'est plus possible, donc nous devons faire ceci et cela. Non, c'est pas bien parce que. Non, il n'y a pas de parce que. Je suis humain, je suis là, je suis vivant. C'est déjà une première étape. Et la seconde chose, donc il y a la réaction, toujours réagir. Et quand on réagit, on n'innove pas, ou en tout cas difficilement. On ne peut pas innover. Pour innover, il faut être avec, tu vois. Donc après la réaction, il y a, du coup, en fait, les émotions que nous suscitons ont un impact sur notre manière de penser et les pensées que nous allons développer. Et donc du coup, très influencé par le marxisme, qu'on en soit conscient ou pas, et bien du coup, c'est des pensées qui ne peuvent plus innover en fait. Si moi j'ai pu développer cette pensée et aller vers d'autres pensées, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai mis ma colère s'est éteinte progressivement, et puis l'émerveillement est revenu. Mais attends, j'habite au quartier, mais j'habite au 11e étage. Le soir, je vois bien les étoiles. Je vois même bien les étoiles. Je vois la Tour Eiffel avec son magnifique phare. J'ai une forêt juste à côté de chez moi. J'ai un magnifique château qui pourrait tout à fait être un château d'Harry Potter. Et je vois la Tour Eiffel depuis chez moi. Et ça depuis 30 ans. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Et en fait, quand les gens viennent dans mon quartier, des gens de Paris, ils disent « Ouais, mais ton quartier, il est plutôt pas mal quand même. Il y a de l'espace, tout ça, il y a des arbres et tout. » Et moi, je leur dis... Moi, je suis étonné de leur réaction. Parce que nous, les habitants, on n'arrête pas de répéter que notre quartier, il est pourri. Il est pas pourri, en fait. Il est pourri parce que dans notre imaginaire, il est pourri. Mais en soi, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il vient dans mon quartier, il dit « Mais Makan, ton quartier, il est pas mal. Hein. Il y a une forêt là, il y a un étang là-bas, c'est tout espacé. » Et comment ça se fait que dans les imaginaires, ça continue à rester pourri? Et comment ça se fait qu'en 2020, on a encore un film comme La Haine qui nous décrit les quartiers comme pourris? Alors qu'il y a eu des transformations, il y a eu l'ANRU, sachant que là où Lajli a tourné, c'était Les Misérables. Les Misérables, c'était en cours de destruction. C'est pas un quartier il était déjà en train d'être démonté. Donc je dis pas que tous les quartiers de France ont été rénovés, mais une bonne partie des quartiers ont été rénovés, mais l'imaginaire n'en rend pas compte. L'imaginaire ne rend pas compte de cette transformation et reste sur l'image des quartiers des années 90, alors que ça n'a plus rien à voir dans la réalité. Comme quoi c'est puissant, c'est comme si ça se fossilisait, cette image Exactement, de la banlieue. Ça se fossilise, elle s'uniformise, et nous on tourne autour, on raconte des trucs autour. Alors que mon quartier, c'est un quartier ce qu'on appelle ville nouvelle, donc années 70, années 80, ça veut dire que les architectes, les urbanistes, ils avaient déjà pris en compte les erreurs qu'ils avaient faites dans les premiers quartiers. Donc, et ce n'est pas fini. Mon quartier est en cours de destruction pour en faire encore un autre, de nouveau. Donc, sachant que où j'habite, c'est l'un des derniers quartiers d'Île-de-France où l'ANRU n'est pas encore passé. Où ? L'ANRU, c'est le programme étatique
qui donnent de l'argent aux maires de ville pour reconstruire leurs quartiers. Donc mon quartier, qui était pas mal là, il va être détruit pour encore mieux. Mais ça, je ne suis pas sûr que l'imaginaire va en rendre compte. Oui, l'imaginaire n'en bénéficie pas en fait. L'imaginaire ne bénéficie pas de ces transformations parce que la culture hip-hop est trop accrochée à sa naissance dans les années 80-90, parce que ça obligerait à changer de récit et parce que c'est pas facile de passer d'une image à une autre, surtout que l'imaginaire des quartiers populaires, un certain imaginaire permet de négocier. Ah oui, tu en parles pas mal aussi. Il y a une raison politique. Oui. En fait, personne n'imagine, tout imaginaire est politique. Il n'y a pas un récit, même Peter Pan, qui est comme ça, juste comme ça. Alice au Pays des Merveilles, c'est un récit qui critique la société victorienne. Voilà. Harry Potter, dans son récit, on voit des critiques par rapport à des politiques. Et donc, du coup, ne plus avoir cet imaginaire pour critiquer, négocier des investissements, de l'argent, c'est par rapport, on a l'impression de perdre un pouvoir. Donc là aussi, il y a des raisons pour ne pas changer d'imaginaire. Des raisons qui sont assez subtiles, mais en fait, tu en décris pas mal de ces raisons que l'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Tu parles aussi du pouvoir des théories du complot industrialisées et de la pensée paranoïaque très présente qui empêche toute action. C'est ça que je trouve intéressant. Tu dis que dans ce contexte, le futur, c'est l'acteur renois des années 80 qui meurt toujours en premier. Le futur est mort dans le film. Quand j'étais jeune, il y avait quand j'avais peut-être 10-15 ans, il y avait cette théorie qui remarquait en tout cas que les acteurs, il y avait quelques acteurs renois dans les films noirs, dans les films américains, mais ils mouraient rapidement, tu vois. Et dans cette pensée paranoïaque, c'est la même chose pour le futur. Le futur est rapidement, tout de suite, il est mis sur le côté. Par exemple. Évacué. Évacué, voilà, c'est ça. Il est évacué. Par exemple, si un chargé de mission, un acteur des politiques de la ville fait une action, on va dire oui, mais c'est parce qu'il veut ceci. Oui, mais c'est parce que ça. Oui, mais c'est parce que ça. Jamais on va prendre l'acte comme authentique, simplement, parce qu'il y a toujours une arrière-pensée. Une suspicion. Une suspicion, voilà, que quelqu'un nous veut du mal. Ça, c'est pour l'exemple de l'acte politique. Il est toujours mal, toujours bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre, c'est quoi ? C'est la banlieue, c'est tellement nul. Ça ressemble à Gotham City ou je ne sais pas quoi d'autre comme film noir, que le futur n'est jamais convoqué. Tapez sur le Google banlieue et futur, vous allez voir pratiquement que mes travaux. C'est parce que la banlieue est opposée au rêve. C'est un oxymore. Banlieue rêve, c'est un oxymore. Banlieue est problématique, oui, d'accord. Mais banlieue et futur, non, pas d'accord. Banlieue et rêve, non, pas d'accord. Donc du coup, cherchez une œuvre, je vous mets au défi, cherchez une œuvre dans laquelle quelqu'un parle de banlieue du futur. Banlieue du turfu. Ça, je n'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Je ne l'ai pas trouvé chez un créateur, un artiste. Ça a été un effort de conception. J'ai dû réfléchir pour arriver à cette conclusion finalement assez simple qu'un futur, des futurs, une banlieue futuriste, dites-le comme vous voulez, des futurs désirables, peuvent advenir dans cet espace. Et ça, c'est pareil pour l'Afrique. C'est pareil pour certaines villes de province. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le travail de Philippe Winsor dans Afrotopia. Oui. Mais pour revenir au sujet, c'est une pensée paranoïaque qui évacue tout de suite les futurs possibles, désirables, et dès que quelqu'un essaie de mettre en place une action, tout de suite, elle est ouais, non, c'est pas bien. Et ça, même entre banlieusards. C'est-à-dire que quand tu vas essayer d'apporter des choses différentes, originales, tout de suite, on va te dire oui, mais par exemple, un ministre qui a des origines, qui vient de l'immigration, au lieu d'être content pour lui, on va dire oui, mais il est là, comme ça, on l'a placé là, c'est juste pour ça. Au lieu de reconnaître sa propre valeur. Si on ne met pas de ministre issu de l'immigration, oui, mais regardez, ils ne mettent pas de ministre. C'est des choses comme ça. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur le turfu, mais le turfu, ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Il faut des trucs simples, des produits simples, des chichas, des kebabs. Voilà, c'est pareil. Donc tu fais un truc, tout de suite, ton entourage vont évacuer le truc. Ils vont évacuer les futurs. C'est ça que ça voulait dire, cette pensée paranoïaque. Alors, page 45, tu écris « Le ressentiment est l'énergie phare d'une économie du mal-être
et de la frustration. Et page 72, tu écris « L'économie du mal-être n'a pas intérêt à ce que le réel change, bien qu'elle susurre le contraire sur tous les flots. » Flow, F-L-O-W-S, le terme musical. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas saper ses propres fondations. À moins qu'il soit dans un processus de destruction créative. Et c'est ce que dit Castoriadis. C'est-à-dire que nous, les humains, les êtres humains, qui créons un projet de société qui nous paraît viable et désirable. Mais ce projet de société, il peut être détruit et reconstruit. C'est pas parce que nous sommes nés dans une France comme ça, dans un quartier comme ça, que ça va rester comme ça éternellement. Ça peut changer, ça peut évoluer. On a le droit de remettre en cause le pacte social, on a le droit de remettre en cause la nation, on a le droit de mettre en cause ce que l'on veut. Voilà. Mais si on ne part plus de la colère et du ressentiment, ça veut dire que nous détruisons nos propres fondations qui nous ont permis jusqu'à aujourd'hui de nous représenter, de nous raconter et de nous positionner dans la société. Détruire tout ça sans rien après, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un être humain autodétruise ses propres fondements sans une transition vers autre chose. Voilà. Donc du coup, moi j'ai décidé d'autodétruire tout ça parce que j'avais en perspective la création d'une banlieue du futur. Oui. Parce que je sais qu'en me transformant moi, je transforme la société et mon quartier. Donc il y a une continuité. Mais s'il n'y a pas ces alternatives de société possible, futur désirable, on ne peut pas, en tant qu'être humain, saper ses propres fondements et perdre le sens. Voilà. Mais par contre, si on ne veut pas saper, rentrer dans un processus de destruction, reconstruction, dans lequel le quartier est considéré comme une utopie des années 1950, qui n'est pas définitive, mais que nous pouvons réorganiser, si on n'a pas cette perspective-là, il n'y a pas intérêt à changer de discours, sachant que dans ce discours nous permet de négocier avec la France, d'obtenir des investissements, d'obtenir des aides, d'obtenir le RSA, de rester en fait en sécurité. Donc moi je comprends qu'on n'ait pas envie de vouloir prendre le risque de perdre tous ces avantages. Dans le deuxième chapitre, tu nous offres une leçon d'histoire passionnante sur l'évolution des quartiers. Est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé, nous expliquer peut-être ce qui t'a surpris dans cette évolution? Parce que tu reprends l'histoire et c'est vraiment intéressant, l'histoire architecturale aussi. Ça fait le lien avec ce que je disais juste avant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que les premiers quartiers populaires étaient le futur de la modernité. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on se raconte aujourd'hui. Les premiers habitants des quartiers populaires, c'était même pas forcément des Français de classe moyenne. À travers la construction des quartiers populaires, on avait accès à l'eau, à l'ascenseur, à la propreté, à l'hygiène. C'était futuriste. Chauffage, exactement. C'était futuriste et c'était le fruit d'une réflexion issue de l'école du Bauhaus. L'école du Bauhaus qui a révolutionné l'architecture, qui est à l'origine de l'architecture moderne, on va dire. Donc, les premières personnes qui ont eu accès au quartier, il faut se le dire, avaient accès au futur de l'époque. Donc, les quartiers populaires sont des futurs du passé. C'est la première chose qui m'a bouche bée et que je trouve intéressant de rappeler. Oui, j'ai trouvé ça intéressant à lire aussi, parce que moi, je connaissais pas ça. Voilà, donc c'est une perspective... bon, après, c'est moi qui le dis comme ça. Oui. Vous pouvez le retrouver vous allez retrouver cette histoire-là, mais pas avec cette analyse-là. Voilà. La deuxième chose, c'est en 1981, je crois que c'est à Lyon, ou proche de Lyon, il y a un conflit entre des policiers et des jeunes qui ont peut-être, je crois, volé des voitures et ensuite les ont brûlées. En 1980, c'est aussi un peu en image en 1984. En 1980, la scène imaginaire, l'esthétique quartier s'oppose. Avant 1981, l'imaginaire quartier était autre. Après 1980, ce moment, il devient presque archaïque. Il s'inscrit, il choque la France. Et surtout, les jeunes de quartier voient que ça marche. Ah, t'as vu ce que nous avons fait là? C'est passé à la télé, t'as vu? La France nous écoute. La France nous regarde.
ce qui peut s'entendre, et ce qui est même peut-être bien, même, je dirais. Tu vois, la France nous regarde, nous entend. On s'est montré. Et depuis, on est resté sur ça. C'est ce que La Haine illustre, c'est ce que Les Misérables illustrent. Bien sûr, il y a eu d'autres productions cinématographiques avec des visions plus poétiques ou des visions différentes. Mmh. Mais l'imaginaire le plus retenu, le plus apprécié, ce ne sont pas ces films alternatifs, on va dire, ce sont La Haine et Les Misérables, qui fait le lien avec cette date de 1981 qui... Il faut montrer aux gens qu'en fait l'imaginaire c'est pas le réel, c'est pas c'était pas éternel, voilà. C'est bien de montrer qu'il y avait un avant et un après, et donc un possible après. Voilà, parce que nous ça nous paraît naturel. Le quartier c'est comme ça, c'est cette image-là. Non, elle a commencé quelque part et elle va finir quelque part. Et j'espère que la banlieue du Turfu va mettre fin à cette image-là pour aller vers d'autres choses. Ces images que nous avons intériorisées, moi habitant comme toi, vous, non-habitants, parce que, je le précise, l'imaginaire des quartiers populaires ne se fait pas uniquement à partir de l'image des habitants, mais de toute la France. Oui, qui renvoie cette image en permanence. Voilà, nous, Français, comme une roue, comme un rayon, nous construisons l'imaginaire des quartiers. Qu'on soit de banlieue ou pas, on récite, on parle, on raconte. Donc, ces imaginaires-là circulent, et nous, Français, nous construisons ensemble, habitants ou pas, provinciaux ou pas, à cette inflation de cet imaginaire. Voilà. Et page 78, tu écris « Après avoir tenté d'esquisser le mouvement de l'utopie vers la dystopie quotidienne, symptôme d'une crise de sens, de la perte de confiance dans le projet des grands ensembles, marquant le déclin de l'idéal républicain, voyant donc la suite du mouvement, comment par sédimentation, ces couches d'imaginaire deviennent le réel, la réalité banlieue. Ce qui fut une construction politique, médiatique, sociologique et culturelle est devenu une essence, un fait naturel, une donnée élémentaire et a fini par fabriquer un imaginaire indépassable. Un imaginaire soutenu par une certaine production cinématographique, tu en parlais, une charpente sociologique est relayée en bas des immeubles par les mélopées désenchantées du grillon des quartiers, le rebelle. Quand tu parles d'imaginaire indépassable, tu parles aussi de l'imaginaire kebab, et tu dis plus loin, ce n'est pas parce que je viens de banlieue que je suis légitime à prendre la parole. Je peux débiter maintes sottises. Par de nombreux documentaires, chansons, films, les habitants eux-mêmes produisent des clichés. Et plus loin, tu conclus ce paragraphe en écrivant « Nous ne pouvons pas passer notre temps à déconstruire toutes les images qui envahissent notre quotidien. Mais plutôt que de nous identifier et nous mirer dans le miroir tendu par les puissants, les sachants et les industries dominantes, nous pouvons cependant en jouer et les dépasser. C'est ce que nous pratiquons lors de nos ateliers de créativité. » Alors, la mise en pratique concrètement de tout ça, comment se passent ces ateliers de créativité? Qu'est-ce qui s'y passe? Ça part du constat que, j'entends tout le temps, ils ont une mauvaise image de nous, VS, nous on a une bonne image, ou VS, il y a la bonne image des quartiers contre la mauvaise image des quartiers. C'est pas la question. N'espérez pas qu'un jour, les clichés n'existent plus. Enfin, ça, c'est une illusion incroyable. Mais ça, pas seulement pour les quartiers. Dans un genre littéraire, il y a des clichés. Aussi, dans le cinéma de science-fiction, il y a des clichés. Il y a des clichés tout le temps, partout, parce que l'être humain, il a des biais cognitifs. Et dans ces biais-là, il ne peut pas à chaque fois remasteriser tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Voilà. En plus, moi je pense, c'est attendre trop des autres plutôt que de travailler sur soi. Donc, ce qu'on fait dans les ateliers de créativité, on part de ce que peut être la banlieue aujourd'hui. Chacun met ses images, ses représentations. Mais où? Avec qui? Ah oui, donc en fait, j'ai créé le laboratoire l'Hypercube, qui expérimente cette question de la banlieue du Turfu en créant des ateliers participatifs, collaboratifs. Parfois, c'est avec des étudiants. Parfois c'est avec des amis, des proches. Bref, c'est ouvert au public. Voilà. D'accord. Donc là, dernièrement, j'ai fait 4 ateliers
à partir d'un jeu vidéo, Fortnite, dans lequel, à chaque atelier, il y avait un thème. Par exemple, le premier, c'était et si la banlieue était la nouvelle Mars. Le deuxième atelier, c'était la banlieue symbiotique. Le troisième atelier, c'était la démocratie à la chicha. Et quatrième atelier, c'était la banlieue dans un film de science-fiction. À chaque fois, on part de représentation avec les participants et à la fin, on arrive à des trucs incroyables. Des histoires fantastiques, entre fantastique et réel, entre humoristique et voilà. Et c'est revigorant de se dire qu'en fait, chaque atelier peut donner naissance à 4 visions de la banlieue différentes. Donc, si je multiplie 4 ateliers par 4, par 4, par 4, en fait, en vérité, il y a des récits innombrables possibles à partir de la banlieue. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y a des récits innombrables. Par exemple, un des récits qui m'inspire, c'est par exemple un jeune de quartier qui part en Asie, qui découvre le taoïsme, qui médite en bas d'un cerisier et qui revient chez lui. Avez-vous déjà vu un film de cinéma sur ce thème-là? Non, ça me donne envie. Voilà. Et c'est un récit que j'ai inventé, je sais pas, en 20 minutes chez moi. Pourquoi tout le temps c'est les mêmes récits? La banlieue symbiotique. Imaginons un jour que la banlieue s'inspire de ce qu'on appelle l'économie circulaire ou du rapport mutualiste entre certains animaux pour imaginer un autre rapport au monde. Voilà. Basé sur le mutualisme symbiotique. Ça, c'est un récit. On peut en faire 20 000. Et à partir de ces 20 000-là, on peut créer de véritables quartiers avec de nouveaux concepts. Oui, c'est ça. C'est en fait le point de départ, la source pour libérer ces imaginaires et que ensuite voilà, les gens soient capables pas seulement de les projeter, mais de les concrétiser, de concrétiser des nouvelles choses, quoi. Exactement. Il y a cette phase de libération des imaginaires, oui, sachant que pas mal de gens ne sont plus habitués à stimuler leur imaginaire, puis il y a la projection, puis ensuite il y a l'application. Moi aujourd'hui, je travaille encore sur l'application, mais je ne peux pas tout faire. Mais voilà, je pense que vous avez très bien résumé. Il y a un travail d'imagination, de libération des imaginaires, d'association, d'hybridation, de projection. Oui. Et ensuite, à partir de ces concepts-là, on essaiera d'imaginer peut-être de nouvelles politiques, peut-être de nouvelles relations, de nouveaux contrats, de nouvelles institutions, etc. Il faut déjà apprendre à réussir à se libérer des anciens schémas. Voilà, c'est le but. Donc j'aime beaucoup la façon dont tu relis les univers et dont tu illustres tes propos. Et par exemple, page 98, j'aime beaucoup quand tu écris « Sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut pas changer le système car l'argent est le nerf de la guerre. Cette métaphore souveraine et nerveuse nous persuade que nous sommes impuissants. » Une croyance désastreuse qui me fait penser à Karaba, la sorcière du film de Michel Oslo, donc dans Kirikou. Elle souffre terriblement d'une épine dans le dos qu'elle ne peut pas retirer. Cette foi en l'argent roi, enquistée dans notre crâne, tue l'onirisme, l'imagination commune et la possibilité du changement sociétal. Nous en souffrons énormément. Je trouve ça vraiment bien vu, cette image qui sort de Kirikou et qu'on a presque tous vu. C'est une image qui m'a marqué de voir Karaba avec son épine dans le dos. Elle ne peut pas la retirer elle-même en fait. Elle souffre. Elle ne sait pas qu'elle souffre. Et ce rapport à l'argent que nous avons dans les quartiers considère que pour réussir un projet, et ça je l'ai vu dans mes ateliers aussi, mais Macan, pour faire la banlieue du Turfu, il faut beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas d'argent. Donc on fait quoi? On fait rien. Au début, c'était ça. Il fallait les convaincre même presque. Travailler pour à la fin obtenir des possibilités, des résultats. Mais le rapport à l'argent, c'est incroyable comme il est déterminant dans notre manière de voir le monde. Et ça pour dire que le capitalisme, ou je ne sais pas comment dire, il est aussi dans le quartier populaire. Oui, il y a une communauté, oui, on est parfois proche, mais on est aussi parfois très individualiste. Lorsqu'un jeune de quartier réussit à faire les grandes écoles, c'est bien par rapport au récit actuel que tu réussisses à faire Sciences Po, mais ça continue l'ancien récit, l'ancien schéma, à savoir que je dois faire les grandes écoles pour réussir ma vie.
Et donc, toujours, encore une fois, au détriment de la banlieue elle-même, tu vois, et de son propre développement, et de réfléchir à son développement. Oui, bien sûr, je peux faire Sciences Po et créer une association à côté. Mais c'est pour ça que moi, je parle de l'imagination créatrice appliquée à la société. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais par exemple, et des fois on me le dit, le quartier a développé une culture hip-hop créative, etc., ce qui n'est pas faux. Mais cette création ne revient pas à son territoire. La création hip-hop, la culture hip-hop, n'a pas participé au développement des quartiers populaires. Elle a permis à des gens de devenir artistes, de s'en sortir, et encore une fois, de partir. Et ça, c'est pareil aux États-Unis. Hein. C'est pareil dans... Donc du coup, parce que dans le récit hip-hop, le quartier, c'est la merde, quoi. Dans le récit hip-hop. Et ça s'appelle, ce que moi j'appelle une fiction consensuelle, à savoir la personne de Sciences Po, le rappeur, le footballeur, le politicien, le ministre issu de l'immigration. Nous sommes tous d'accord pour dire que le quartier, c'est pas bien, c'est nul, et qu'il faut en sortir. Ou il faut aider les jeunes de quartier à en sortir. C'est pas ce que vous entendez tout le temps. Nous devons aider les... Mais en fait, c'est 20% qui vont réussir à sortir. Non, c'est 20% qui vont réussir à atteindre le top et intégrer la société. Et le reste, qu'est-ce qu'ils font le reste? C'est pour ça que la banlieue du Turfu, c'est un projet collectif qui vise à emmener tout le monde dans le Turfu. Et pour emmener tout le monde dans le Turfu, ça ne veut pas dire qu'il faut des ateliers avec des millions de personnes, mais il faut des ateliers où la banlieue, c'est elle l'héroïne. C'est elle l'héroïne. C'est son espace qu'on emmène dans le futur. C'est pas un individu plus intelligent que les autres, c'est pas un artiste plus intelligent que les autres, c'est pas un politicien plus malin que les autres, c'est tout cet espace-là qui va dans le Turfu. Voilà. Alors tu parles aussi, page 99, de révolte conformiste. La révolte n'est plus ce chemin vers la réactualisation du monde, mais la finalité d'une pensée pétrifiée. Moi je disais fossilisée, pétrifiée. Une pensée pétrifiée, bon on en a déjà pas mal parlé, mais le fait que la révolte n'est plus ce chemin vers la réactualisation du monde, ça illustre bien aussi ce que tu as déjà dit par rapport au fait que ce n'est pas d'être toujours en train de penser contre ou de guerroyer qui va faire émerger quelque chose de plus réjouissant, de plus épanouissant. Alors, tu dis que la critique des élites est un autre exemple d'idée authentique. Ça, c'est un peu sur la même idée aussi. Hein. Elle fait vrai, elle est un pilier du discours quartier et même un mur porteur. Il suffirait de l'éliminer pour que s'effondre ce sous-œuvre. Et plus loin, tu dis, feignant la rébellion et l'indépendance, cet esprit du contre marque en réalité une dépendance intellectuelle aux politiques. Ça, c'est ce que tu nous as aussi déjà un petit peu raconté. C'est aussi en lien avec l'altérité. Il faut faire très attention à l'altérité avec laquelle vous vous construisez. Donc, à force, en fait, de critiquer le diable, fatalement, on devient le diable. En tout cas, on se transforme en monstre, en fait. Et donc, à force de voir dans le bourgeois, le politicien, la France, en tout cas, les mauvais côtés, on devient soi-même les mauvais côtés, en fait. Alors, ça, c'est page 108. Mon travail a débuté dans le cadre de mon mémoire sur une question précise, la conception du futur dans les quartiers populaires. Ensuite, pour des raisons méthodologiques, j'ai choisi de me focaliser sur la difficulté la plus redoutable, le mythe selon lequel le succès ne vient qu'à condition de sortir du quartier. C'est un mythe écrasant, tu en as parlé tout à l'heure, qui se construit dans une histoire précise avant de s'intensifier dans l'imaginaire social. L'objectif est de caractériser les imaginaires dominants et leurs tensions et par la suite de cartographier des possibilités peu explorées. Et tu parles donc de la difficulté à imaginer des futurs inattendus. Cette cartographie de possibilités peu explorées, est-ce que tu as pu la réaliser? Est-ce que tu as parlé des ateliers où il y a des choses qui émergent? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en voie de concrétisation? Est-ce que de ces ateliers, il y a des personnes qui sont en train de mettre en place des choses au niveau de la société? Déjà, je voudrais dire qu'en fait, les imaginaires, c'est un terme piège. Quand tu parles d'imaginaire et que tu classifies les imaginaires dominants, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Oui, mais j'ai écouté tel rappeur qui fait telle référence. »
différenciantes. Oui, mais je connais une artiste là-bas qui travaille sur... En fait, je ne vais pas faire la liste de tous les imaginaires alternatifs en lien avec les quartiers ou pas. Ça, c'est votre travail, en fait. Moi, mon travail, c'est, en tout cas, dans le cadre d'un atelier, par exemple, tu mets en avant ces blocages, tu en parles, tu les explicites. Ensuite, on met sur la table nos représentations. Et ensuite, collaborativement, on amène d'autres imaginaires. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez un exemple d'artistes différenciants ou de rappeurs différenciants ou de chercheuses différenciants, donc ce qu'il faudra faire, c'est dans l'atelier de mobiliser cet univers-là, cet imaginaire-là, pour participer à la construction d'un nouveau récit. Voilà. Parce que travailler sur les imaginaires, encore une fois, c'est pas le capital de Karl Marx, parce que je suis pas aussi fort que lui. Donc c'est pas une pensée globalisante. Donc, mon but n'est pas de dire moi je suis l'alpha et l'oméga et vous avez rien compris. C'est de pointer de précisément certaines difficultés et ensuite en atelier, de manière collaborative, on travaille à créer ces impossibles parce que le travail est collaboratif. Voilà. J'ai pas toutes les réponses. Je pose des questions et j'ai pas les réponses parfois. Et le livre, c'est ça aussi. J'ai fait le livre La banlieue du Turfu en n'ayant pas la réponse. Et alors, c'est pas grave, ça vous dérange ? Ben moi, ça ne me dérange pas. Mais au moins, il y a une mise en mouvement. Voilà, il y a une mise en mouvement et ça va continuer. Donc, j'ai pas fait de cartographie des possibles, mais je peux vous dire que là, c'est un article qu'on va faire. Je vais mettre quelques concepts qui sont sortis des ateliers et vous allez tomber par terre. Vous allez vous dire ça. Par exemple, là, j'ai le titre en tête. On a créé un centre de recherche archaïco-futuriste qui fait le lien entre les traditions, la médecine, la recherche, et cet espace-là, il est en bas d'une montagne. Enfin, c'est incroyable, la créativité. Quand tu stimules les gens, c'est incroyable. Donc là, c'est un exemple rapidement, parce que j'ai besoin de travailler ça, mais je vais mettre en exemple ces concepts qui sont sortis. Ensuite, pour l'instant, j'ai pas vu d'applications, j'ai pas vu de gens qui se sont inspirés de la banlieue du Turfu pour faire un vrai truc. Oui, mais là c'est tout récent aussi. Ouais, c'est tout récent. Oui. Mais c'est un peu frais, faut le temps que ça. Oui. Mais tu m'as posé la question, savoir ce que ça n'a pas encore germé. Voilà, il y a encore du travail. Il faut laisser le temps aussi aux gens. C'est en cours. Voilà, c'est ça. Tout ça. Oui. Et tu dis page 125, j'ai poignardé beaucoup de patriarches pour pouvoir entrer dans le devenir. Ouais. C'est intéressant ça aussi. Parce que l'ordre du monde ou la manière de dire le monde, c'est aussi un jeu de pouvoir. Voilà. Et quand tu te racontes différemment le monde, tout de suite, les gens ont dans la rationalité du moment, des figures, des personnes pour te dire « Ah là, tu te trompes, tu vas pas au bon endroit. » Donc, je vais être sincère. Dans ces patriarches, il y a bien sûr l'homme fort, il y a bien sûr aussi l'islam, ou toute religion qui ont des prétentions globales, c'est-à-dire la religion répond à toutes les questions du problème de plomberie. Oui, ça on le retrouve aussi dans d'autres religions d'ailleurs. C'est ce que je disais, c'est l'islam ou d'autres religions, mais comme dans le quartier, moi, en tout cas dans mon environnement, c'est l'islam. Oui. Du problème de plomberie au problème de sexualité, aux politiques, cette religion veut répondre à tout ça. Donc moi, voilà. Et ça, c'est Nietzsche qui m'a appris à poignarder ces patriarches-là, ces modèles-là qui prennent trop de place, quoi, tu vois. Et ça n'a pas été facile, il faut un peu de courage, mais je pense que c'est nécessaire pour devenir ensuite soi-même le penseur de sa propre existence. Oui, se libérer de beaucoup de choses, donc. Oui, ça peut sembler faire beaucoup pour certains, mais après, moi, j'étais sur tous les fronts. Et c'est ce qui permet de proposer une pensée assez rhizomique, mais c'est pas facile, je le confesse, c'est pas facile, j'imagine. Oui, mais c'est pour ça que c'est tout à ton honneur, parce que c'est audacieux, et les changements de société partent de petits germes comme ça, de pensées audacieuses. Et d'ailleurs, en parlant de petits germes, et l'écologie dans tout ça, parce que c'est un mot qui revient aussi, par-ci, par-là, dans tes pages. Oui, il y a eu 2 périodes. La période où je n'aimais pas du tout l'écologie,
parce que c'était surtout il y avait deux choses. Il y avait le discours un peu, il faut tout arrêter, il faut plus manger ça, il faut plus mettre de Nike, il faut plus... Et que des contraintes. Ouais, beaucoup de contraintes, voilà. Et il y avait aussi, en fait, l'imaginaire, dans le sens où ça me parlait pas toute cette verdure et tout, parce que, comme je le disais, un jour, j'ai participé à un atelier à la Gaîté Lyrique, c'était sur l'écologie, et j'ai écouté les récits, les nouveaux récits des participants. Et dans ces nouveaux récits-là, il y avait le retour à la campagne. Ils ont imaginé une journée où tu travailles le matin. Tu travailles le matin dans ton, je sais pas quoi, dans ton jardin ou autre. Et l'après-midi, tu lis, tout ça, bref. Mais moi, ça m'a pas semblé désirable. C'est pas, on parle de futurs multiples et désirables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mes parents, ils ont quitté l'Afrique. C'était eux aussi, ils étaient dans les champs pour venir avoir une meilleure vie en France. Le Mali, je crois. Hein. Le Mali, oui, voilà. Ils ont quitté le Mali. Et moi, j'ai vécu en espérant pouvoir sortir du quartier. Donc revenir au champ, pour moi, c'est un peu revenir à la vie de mes parents. Et j'ai pas grandi avec... Donc quand tu as un cadre bourgeois ou tu es un cadre qui a vécu longtemps à Paris, qu'on a marre, oui, on comprend. C'est pour ça qu'en fait, l'utopie des uns et la dystopie des autres. Le monde rêvé des uns, même si votre monde il est parfaitement écologique, faites attention. C'est ce que parfois je dis aux différentes personnes de sensibilité écologique que je connais. Faites attention parce que votre démarche parfois elle peut ressembler à la colonisation. Au nom d'un nouveau paradigme beau, magnifique, qui nous paraît superbe, on veut dire aux gens de plus voyager, mais si je voyage plus, je ne vais plus au Mali, tu vois, en avion. C'est compliqué en fait, c'est compliqué. Donc, et moi, pareil, ma manière de penser la banlieue du Turfu, ça peut ne pas correspondre à des banlieusards eux-mêmes, à des écolos, à plein de gens. Donc du coup, et donc il faut toujours penser ce que moi j'appelle des utopies relationnelles. L'utopie devient l'enfer quand elle devient close, tu vois. C'est moi qui dis le monde. Oui, après, sans tenir compte des autres. Voilà, exactement. Des autres. C'est pour ça que pour moi, l'écologie, donc la biodiversité, c'est une manière de tenir compte dans ma propre pensée et dans ma manière de penser des futurs désirables, des récits des autres. Et donc, de gens qui veulent vivre à la campagne, revenir à la campagne, pour plein de raisons. Et après, et donc du coup, un jour, j'ai rencontré une femme, dirigeante associative, qui a créé une équipe de football pour migrants et qui milite autour du football et de l'écologie. Et un jour, je lui ai dit, tes maillots, là, tu vas les faire floquer chez Nike. Elle m'a dit, quoi ? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je travaillerai avec Nike. Et sur le coup, ça m'a surpris parce qu'en fait, si elle avait posé la question aux migrants, ils auraient dit, je veux du Nike. Mais elle, par rapport à son monde et tout, elle voulait pas de Nike. Et je dis, attends, je vais pas m'enfermer, je vais aller poser la question à d'autres. Donc je suis parti poser la question à d'autres personnes de sensibilité écologique que je connaissais. Je leur dis, écoutez, j'ai rencontré une fille, on a eu un débat, ça s'est bien passé, on a eu un débat. Oui. Elle m'a dit, Nike, c'est pas bien, l'écologie et tout. Et toutes les personnes m'ont dit, enfin les 2-3 personnes m'ont dit, elle a raison, c'est du greenwashing, je sais pas quoi, il y avait tout. C'est comme, c'est ce que je retrouvais en islam. Tu me poses une question, tu as une palette d'armes, tu as une palette d'arguments pour évacuer le truc. Donc ça veut dire, moi qui ai grandi avec l'imaginaire Nike, mon monde s'effondrait. Je vivais ma collapsologie. Parce que je me suis imaginé un monde sans Nike, c'est-à-dire les baskets, les vêtements que je mets tout le temps, les footballeurs de l'équipe de France, donc les modèles. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, Nike prend beaucoup de place dans nos imaginaires. C'est pour ça que moi je l'appelle la déesse Nike, la déesse Nike d'ailleurs. Oui, tu joues beaucoup avec ce mot dans ton livre. Oui, c'est ça. C'est... Avec le nom de leur marque. C'est vraiment, elle est devenue la déesse, ce qu'elle a voulu être à l'origine, on va dire, la déesse antique. Mais par contre, j'ai eu la chance un jour d'écouter France Culture et Adèle Van Riet. Et à la fin, ça parlait d'un livre qui s'appelait La pensée écologique. Je me suis dit, je vais tenter. Comme d'habitude, Macan, laisse-toi tenter, essaye. J'ai acheté le livre, je suis tombé par terre. C'était magnifique, magistral. Et là, j'ai compris pourquoi l'écologie. Parce que c'était un livre sur la pensée écologique, pas sur le triage et tout. Pourquoi c'était important de la penser. Et là, j'ai compris. En fait, je suis un écolo. J'essaye en tout cas d'être un écolo. Et ce livre-là, il m'a transformé. Et ensuite, par la suite, dans les ateliers, j'ai souvent des gens de sensibilité écologique. Et paradoxalement, c'est un peu une autocritique. Pour l'instant, le projet s'appelle La banlieue du Turfu, mais je crois que je devrais l'appeler l'éco-turfurisme.
L'écoturfurisme, pourquoi ? Parce que les gens présents à mes ateliers, s'il y avait une population que je devais caractériser, 50 à 60% de ces participants sont des gens à sensibilité écologique. Et c'est avec ces gens-là que je réussis à concrétiser la banlieue du turfu. C'est incroyable. C'est pas forcément avec les banlieusards étiquettes, c'est avec des gens de sensibilité écologique qu'on dialogue, qu'on discute et à la fin, on arrive à des idées extraordinaires. Donc je suis de plus en plus influencé par l'écologie à travers ce livre, à travers ces rencontres et ces ateliers, parce que finalement, l'imaginaire, il est souple. Je suis arrivé moi-même, je suis avec un imaginaire, mais en travaillant avec les gens, il se transforme. Voilà. Et donc là, l'écologie se rapproche de plus en plus de ce que moi j'ai appelé le turfurisme en fait. Et des fois ça me fait un peu douter parce que forcément mon identité elle se transforme encore, tu vois, donc c'est dur, mais c'est une observation qui m'a j'y pense, j'y pense. Mais c'est bien parce que c'est justement cette ouverture qui fait que tu es en évolution constante. Ouais. Je vais terminer en lisant encore un petit extrait de ton livre. Donc, page 148, tu dis « Richard Buckminster Fuller, le célèbre architecte, designer, inventeur, écrivain et futuriste américain, disait souvent dans ses interventions « On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. » Ça, c'est une phrase magnifique que malheureusement j'oublie souvent de rappeler en fait. Parmi toutes les interventions que j'ai faites depuis le début de la promo, je n'ai pas rappelé une seule fois cette citation que j'aurais dû en fait rappeler à chaque... je me rends compte que j'aurais dû le rappeler à chaque début d'intervention. Parce que finalement, c'est ça la conclusion. C'est que on va pas créer, nous n'allons pas créer de futur possible, de banlieue désirable, en combattant le système, entre guillemets. Et ça, c'est en proposant un nouveau modèle de quartier populaire, en fait. Ou peut-être même, pas de quartier populaire, mais d'autres choses, tu vois. Mais, dans tous les cas, si toute notre énergie, comme je le disais, toute notre imagination, toute notre puissance, on arrête de se penser contre, on la reverse dans l'imagination d'un autre modèle, alors, je ne pense pas qu'il y aura trop de difficultés ensemble, collectivement, à imaginer ces banlieues du turfu, parce qu'elles sont plusieurs. Dans tous les cas, vraiment, comme je le dis, on peut être porteur de ces utopies-là, en fait. On est dans un quartier, on peut être maintenant les nouveaux architectes, en fait. Les nouveaux urbanistes, en tout cas. Oui. Les nouveaux imaginateurs, en fait. C'est à nous de reprendre le flambeau, de dire, bon, ça n'a pas trop marché. Les politiques publiques, ça ne marche pas trop. Enfin, faites toute votre liste de ce qui ne marche pas, pour ensuite créer un nouveau modèle, sans avoir le diplôme d'architecte, sans avoir le diplôme d'urbanisme. On n'a besoin d'aucune légitimité, sauf de se lever, d'imaginer, et de dire, voilà, regardez, ça c'est meilleur. Et quand on présente ce meilleur-là, on peut collaborer avec l'État. Mais on n'attend pas de l'État, il faut être clair. Quand on va imaginer cette alternative-là, ce n'est pas à l'État de dire, je ne remets pas une copie. Tenez, l'État, on a imaginé la banlieue du turfu, qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Encore une fois, ça va être à nous de faire en sorte que de manière autonome, on s'organise pour qu'elle advienne. Bien sûr, ça demande une énergie colossale, mais entre guillemets, je dirais, il n'y a pas d'alternative au fait que nous devons proposer des alternatives. Voilà, mais d'ailleurs, si je reviens à ce que tu disais avant, quand j'interviewe des personnes dans l'écologie, en général, on arrive à la même conclusion. C'est vraiment super, en tout cas, c'est ce que je pense également. Et c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire pour l'humanité, pour nos environnements, qu'être force de proposition. Et pour moi, c'est comme ça qu'on rentre dans la grande histoire, entre guillemets, qu'on sort de la petite histoire des quartiers, en étant des humains qui ont proposé des réponses intéressantes à nos plus grands défis. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que l'ascension sociale, simplement. Je serais beaucoup plus heureux en sachant un jour que j'ai participé à la réparation, au développement, à l'avancée de l'humanité, dans quelconque domaine. Si bien sûr, grâce à ça, j'ai accès à ceci ou cela, tant mieux. Mais ce n'est pas la finalité. Vraiment, la finalité, c'est être humain et avoir participé, mourir en ayant vécu 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais en ayant participé au développement de notre humanité, au développement de la Terre. De se dire, j'ai participé à la Terre, quoi, vraiment, quoi. C'est vraiment gratifiant. Bravo.
Merci. Voilà, Makan Fofana, un grand merci pour nous avoir ouvert aussi l'esprit, nous avoir permis de rentrer dans ta banlieue du Turfu, de l'imaginer avec toi, d'avoir envie maintenant que tout ça voit le jour et que tu puisses continuer et semer plein de grands ateliers, de grandes banlieues aussi, un grand avenir. C'est sous-titré « Du chaos naît la création ». Donc, Makan Fofana, la banlieue du Turfu, c'est publié par les éditions Tana, à retrouver dans toutes les bonnes librairies et on peut aussi commander en ligne. Donc, de toute façon, je vais mettre le lien dans la description de ce podcast, dans le texte de description, que vous soyez sur le site sosweetplanet.com ou sur votre application de podcast. Vous regardez dans la description du podcast le petit texte qui accompagne à chaque fois et vous trouverez le lien pour pouvoir commander directement la banlieue du Turfu de Makan Fofana. Un grand merci, Makan. Merci, Anne, pour cette invitation et surtout merci pour ta lecture très attentive. Voilà. Mais ça m'a fait un grand plaisir, ça m'a fait du bien aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions à mener sur ce qui peut advenir et ce qu'on souhaite surtout voir advenir, ne pas laisser advenir, mais aussi devenir un petit peu maître de nos destins. C'est un peu aussi la leçon de ce livre, Makan Fofana. Donc pour tout ça, un grand merci et surtout félicitations. C'est vraiment brillant. Bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.